Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Les réprouvés et les élus, T2. Auteur, Émile Souvestre. Chapitre 1, Une maîtresse. En quittant Marc pour se rendre chez la baronne de Luxeuil, le duc avait promis de faire connaître au garçon de bureau, avant le soir, le résultat de sa démarche, mais le jour s'écoula sans qu'il reparût. L'attente et l'inquiétude redoublèrent la fièvre du blessé. Vers le soir, ses idées commencèrent à se troubler. Il prenait l'infirmier tantôt pour le duc, tantôt pour Arthur de Luxeuil, et lui adressait 1000 questions sans suite sur le mariage, sur les créanciers, sur Clotilde. Françoise vint le soir, il ne la reconnut pas, et l'interne qui veillait au service de la salle, déclara à la jeune fille que son état laissait peu d'espoir. Celle-ci retourna à la rue des Morts, le cœur serré. Elle trouva Broussemiche étonné de l'absence de monsieur de Saint-Alofe. Il l'avait vu ressortir, après sa visite au garçon de bureau, dans le costume élégamment suranné dont nous avons parlé, mais sans savoir où il se rendait. La fleuriste l'ignorait également, et passa la nuit dans une véritable inquiétude. Le lendemain, elle courut à l'hôpital, dans l'espoir d'obtenir quelques renseignements du blessé. Son délire était toujours le même. Après d'inutiles tentatives, elle revint à la hâte, et apprit que le duc n'était point rentré. Déjà troublée par les étranges incidents qui s'étaient succédé depuis 3 jours, Françoise sentit ses inquiétudes grandir. Après l'assassinat de Marc, tout lui paraissait possible. L'absence de monsieur de Saint-Alofe devait être l'annonce d'un nouveau malheur. S'exaltant de plus en plus dans ses pressentiments funestes, elle ne tarda pas à les étendre davantage. Le billet écrit à Charles, il y avait 4 jours, sur la demande du voyageur de l'hôtel des Etrangers, était resté sans réponse, et ce silence semblait d'autant plus inexplicable que la lettre était plus pressante. Charles n'avait annoncé aucun projet d'absence. À défaut de temps pour venir, il pouvait écrire. Le prétendu conseiller se serait-il présenté à lui, sans l'entremise de Françoise? L'aurait-il attiré dans quelque rendez-vous? La pensée de la jeune fille n'osa aller plus loin. Mais prise d'une terreur subite, elle remit à la hâte son bonnet, son tartan, et courut au numéro 12 de la rue d'Enghien. C'était là que se trouvait le domicile avoué du prétendu commis. Et, fidèle à ses idées d'économie, Marquier y avait loué, au 4e, un appartement de 100 écus, qui lui tenait lieu de petite maison, et où il recevait, outre ses correspondances galantes, celles de quelques entremetteurs d'affaires subalternes, dont il se servait pour certaines opérations usuraires, également bonnes à faire et à cacher. Nous avons déjà vu comment la crainte de nuire à la bonne réputation du commis avait jusqu'alors empêché Françoise d'y venir. La violence de ses angoisses avait pu seule la décider à une démarche qu'elle eût elle-même condamnée en toute autre occasion, car dans son humble dévouement, la grisette avait accepté que son amour pût être pour Charles un embarras ou une honte, et que la réputation à sauver ne fût pas la sienne, mais celle de son amant. Voulant prévenir tous les soupçons, elle se présenta un carton à la main, comme une fille de comptoir qui apporte une commande. La portière était absente, et la loge gardée par une petite fille de 8 ans, occupée à feuilleter un journal illustré, qu'elle avait adroitement dégagé de sa bande. Françoise entr'ouvrit la porte, et demanda Monsieur Charles. Escalier B, 4e au-dessus de l'entresol, porte à gauche, répondit la petite fille machinalement. Alors il est chez lui, dit la grisette joyeuse. Non, répliqua l'enfant, en continuant à regarder les gravures. Il est sorti? Oui, mademoiselle. Et quand reviendra-t-il? Je ne sais pas. Françoise, qui avait eu un moment d'espoir, laissa échapper un geste de désappointement. C'est peut-être quelque chose qu'on peut lui dire? Demanda la petite fille, qui savait par cœur le vocabulaire obligé de la loge. Je voulais lui parler à lui-même, reprit Françoise, et vous êtes bien sûr qu'il n'est pas chez lui? Bien sûr, voilà sa clé et ses lettres. La grisette tourna les yeux vers l'endroit indiqué par la petite fille, et reconnut, sur une des adresses, sa propre écriture. Mon billet, s'écria-t-elle, il ne l'a point encore reçu? Mais il n'est donc pas rentré depuis 4 jours, hein? Depuis que la voiture l'a emmené, dit l'enfant. Une voiture? Oui, il a dit à maman d'aller lui chercher un fiacre, parce qu'il était pressé que quelqu'un l'attendait.
Et depuis ? Depuis, il n'est pas revenu. Françoise se sentit frissonner. Tout ce que lui apprenait l'enfant confirmait ses appréhensions. Charles avait pu être attiré dans un piège, il y avait succombé peut-être, cette pensée lui fit froid jusqu'au cœur. Et voilà 4 jours, que vous n'avez eu aucune nouvelle de lui ? Demanda-t-elle à la petite fille. Oui, répondit l'enfant, mais il est venu des lettres écrites à l'encre bleue. Comment ? Oh ! Il en arrive souvent, et comme celles-là sont des lettres d'affaires, Monsieur Charles veut qu'on les lui adresse en son absence à un autre endroit. Où cela ? Je ne sais pas bien, mais il a mis l'adresse ici, dit l'enfant en ouvrant le registre de la loge. Françoise se pencha, et reconnut ces mots écrits de la main de Charles. Aristide Marquier, rue du Mont-Blanc 7. Sa résolution fut aussitôt prise, elle dit adieu à l'enfant, et courut à l'adresse indiquée. Cette fois, l'émotion lui avait ôté toute prudence. Sans autre pensée que de connaître le sort de Charles, elle demanda à parler à monsieur Aristide Marquier. Mais ce jour-là, le banquier s'était précisément mis en frais pour célébrer le mariage d'Arthur, et avait réuni à déjeuner Dovrinski, de Sillard, et une partie des convives que nous avons déjà vus au souper de Clotilde. On quittait la table, le groom avait apporté les cigares avec le brasero, et les invités, échauffés par le champagne, venaient de passer sur le balcon, lorsque la jeune fille se présenta. Et conduite d'abord, elle insista, pria, supplia, suivit le valet qu'il avait congédié, arriva avec lui au premier salon et y renouvelait ses supplications, lorsque la voix du banquier se fit entendre dans la pièce voisine. Françoise saisit, s'arrêta court et prêta l'oreille. La voix s'approchait, elle devenait plus distincte, elle finit par éclater, mêlée de rires et d'exclamations. Enfin Marquier entra avec de Sillard, qu'il tenait par le bras. Françoise ne pensa d'abord qu'au bonheur de le revoir, et se précipita vers lui, avec un cri de joie. Le banquier y répondit par un cri d'épouvante. Les noms de Charles et de Françoise, répétés presque en même temps, avec une expression opposée, se confondirent, tandis que la grisette, hors d'elle et profitant de la première stupeur de Marquier, se jetait dans ses bras. Celui-ci se dégagea vivement. « Eh bien, que fais-tu, que faites-vous » balbutia-t-il honteux et courroucé. Dans ce moment, les convives qui avaient entendu les 2 cris se montrèrent, et Françoise recula confuse. « Qu'y a-t-il donc » demanda Arthur étonné de la présence d'une femme, portant le costume d'ouvrière. « Venez, venez » s'écria de Sillard en riant, « nous avons spectacle après le café. Une scène de sentiments, jouée à 2. Comment cela, hein ? Ne voyez-vous pas ? Mademoiselle vous représente une des conquêtes du banquier. Du tout, interrompit Marquier, messieurs, je vous assure qu'il y a erreur. Laissez donc, reprit l'ancien garde du corps, vous l'avez tutoyée, regardez d'ailleurs, comme elle a rougi. Ah, diable, elle rougit, fit observer de Rovoy, en lorgnant Françoise, c'est une spécialité précieuse. Et pas cher ? Acheva Arthur, qui jeta un regard ironique sur le costume de la fleuriste. L'apparence est en effet modeste, dit le vicomte de Rossac, mais c'est peut-être un déguisement. Au fait, le banquier toujours affectait la discrétion. Il faut qu'il s'explique. C'est cela, fermez les portes, que personne ne puisse sortir. Allons, Marquier, mon cher, une confession générale. Messieurs, bégaya le petit homme, qui, dans sa confusion, avait accueilli la supposition ironique du vicomte comme une chance de salut. Je ne puis vous dire l'honneur, la délicatesse ne permettait point de grâce. Ne retenez pas, madame, ouvrez la porte, Dovrinski, ouvrez, je vous en prie. Le Polonais, demeuré étranger à tout ce qui avait précédé, ouvrit et se rangea pour laisser passage à la jeune ouvrière, mais celle-ci n'en profita point. Au milieu du trouble qui, dans le premier instant, ne lui avait permis de rien voir ni de rien entendre, le nom de Marquier, donné à Charles, venait de la frapper. Elle releva la tête, croyant avoir mal entendu. De Sillard profita de ce retard pour fermer la porte. Un moment, s'écria-t-il, nous vivons sous un gouvernement constitutionnel où le roi lui-même doit céder aux vœux de la majorité. Or, ici, la majorité demande des éclaircissements. Je somme donc l'honorable amphitryon de répondre à mon interpellation. Et nous lui promettons d'être discret,
ajouta Arthur. Oui, achevèrent toutes les voix, la parole est à Marquier. Marquier, répéta Françoise saisie, c'est le nom du maître de la maison et non celui de Monsieur Charles. Qu'est-ce que Monsieur Charles? Demanda de Sillard, étonné. Assez, messieurs, interrompit le banquier d'un accent qu'il s'efforça de rendre impérieux, je ne souffrirai pas une plus longue explication. Pardieu! C'est inutile, s'écria Arthur, tout est deviné maintenant, mon cher. De Rossac s'est seulement trompé pour le déguisement, il était de votre côté, c'est un moyen emprunté aux gamins de Paris. Je ne comprends pas. C'est pourtant clair, vous vous êtes présenté sous le nom modeste de Monsieur Charles. Vous vous serez donné pour artiste, étudiant en médecine ou clerc d'avoué. Et c'est seulement aujourd'hui que l'innocente victime vient de reconnaître dans son séducteur le capitaliste Aristide Marquier. Le banquier, qui avait passé par toutes les expressions de l'embarras et de l'impatience, demeura étourdi. Arthur lui mit la main sur l'épaule. « Je comprends maintenant votre discrétion, mon cher, » dit-il en riant. « Vous jouez le rôle de Jupiter auprès d'Alcmène, seulement j'ai peine à m'expliquer la douleur de la princesse, en découvrant que son amant est un dieu. » Eh bien, vous oubliez donc le gamin de Paris, que vous citiez tout à l'heure, reprit de Sillard. En cachant sa position, l'amant a pu donner des espérances, il y a eu peut-être promesse de mariage. Du tout, s'écria Marquier, arraché à sa torpeur par ce dernier mot. Alors c'est une passion libre, fit observer Monsieur de Rovoy. Et surtout désintéressée, ajouta Arthur, qui jeta de nouveau un regard sur le petit bonnet de tulle et sur le tartan de coton de la jeune ouvrière. Le banquier nous parlait toujours de son horreur pour les liaisons dispendieuses. Il est aisé de voir qu'il met ses principes en pratique. Un rire général s'éleva, et tous les yeux s'arrêtèrent sur Marquier. De toutes les accusations honteuses à subir, celle d'avarice était en effet la seule qui pût exciter le mépris de ces hommes qui avaient toujours mis leur générosité à ne point économiser sur les vices. Aussi le banquier voulut-il protester. Ne le croyez pas, s'écria-t-il, c'est une plaisanterie, il ne s'agit point ici d'une liaison, mais d'une rencontre d'un caprice. Françoise fit un mouvement. Un caprice, balbutia-t-elle en joignant les mains avec désespoir, quand nous nous connaissons depuis près de 3 années, quand l'autre jour encore, vous me promettiez de songer à l'avenir de notre enfant. Un enfant, s'écria Arthur, il y a un petit Marquier. Ah, messieurs, ceci manquait. Nous voilà tombés du gamin de Paris dans Boquillon. Les éclats de rire redoublèrent. Tous les convives entourèrent le banquier avec un empressement grotesque, en lui demandant le nom de l'enfant, son âge, la couleur de ses cheveux, et s'il ressemblait à son père. Marquier, pâle de colère, lança à Françoise un regard haineux. Cette dernière révélation mettait le comble aux humiliants embarras que lui avait attiré coup sur coup l'imprudente visite de la jeune ouvrière. Elle venait de fournir à de Luxeuil et à ses amis un thème inépuisable de raillerie. Il était à jamais ridicule, c'est-à-dire presque déshonoré. Cette pensée alluma en lui une sorte de rage. « Elle est folle » s'écria-t-il avec emportement, « je ne sais ce qu'elle veut dire. » La chose est pourtant facile à comprendre, objecta de Sillard, elle a un fils auquel il faut un père. Et elle vous a choisi pour cela, continua Arthur. Mais moi, je refuse, interrompit le banquier. Quoi, cet enfant? Ne mets rien. Au diable la mère et le fils. Françoise avait poussé une exclamation de surprise douloureuse à chacune des premières réponses de Marquier, mais, à cette dernière malédiction prononcée sur elle et sur son enfant, elle resta la tête dressée, les yeux ouverts, les bras pendants, muette et comme pétrifiée. On eût dit que le coup qui l'avait frappée venait de produire en elle une secousse intérieure qui avait arrêté le mouvement de la sensation et de la pensée. Quelques interjections étouffées s'échappaient de ses lèvres entr'ouvertes, mais sans signification et sans suite, ses regards fixes n'exprimaient qu'une sorte de stupéfaction égarée, un voile de marbre semblait envelopper tout son être et y tenir la vie enchaînée. Malgré leur légèreté railleuse, les convives du banquier furent frappés de cette immobilité. Les rires s'éteignirent, et le cercle qui entourait la jeune femme s'élargit. Marquier en profita pour passer dans une pièce voisine. Françoise le vit s'éloigner sans prononcer un mot, sans faire un geste, mais quand il eut disparu,
Elle reprit le carton qu'elle avait posé près d'elle, traversa le salon, l'antichambre, ouvrit la porte et gagna la rue. Elle ne se sentait pas marcher, elle ne voyait rien, une douleur horrible mais confuse l'avertissait seule de son existence. Raison, mémoire, volonté, tout dormait en elle. Conduite par une sorte d'instinct machinal, qui avait seul survécu, elle allait sans savoir où, sans y songer. Ce n'était plus un être vivant, mais un être qui se souvenait d'avoir vécu. Cependant, cette inspiration née de l'habitude la conduisit à la rue des Morts, elle reconnut la maison, entra à la loge et demanda la clé. Monsieur Broussemiche saisit de la voir si pâle, lui demanda s'il lui était arrivé quelque chose. Elle ne l'entendit pas, prit sa clé et monta à sa chambre. Le petit bossu, inquiet, profita du premier moment de liberté qu'il put saisir pour la rejoindre. Il la trouva prête à monter aux mansardes avec la tasse de lait, le petit pain et la cuillère d'argent. « Que portez-vous là, Madame Charles » demanda-t-il étonné. « Et ne voyez-vous pas » dit-elle d'un accent bref, « c'est le déjeuner de Monsieur Michel. »« Mais il n'est plus ici » s'écria le bossu stupéfait. « Il n'est plus ici » répéta Madame Charles sans avoir l'air de comprendre. « Avez-vous donc oublié que vous étiez sorti pour vous informer de lui » La jeune femme demeura immobile, en murmurant. « Ah ! C'était pour cela. » Le portier la regarda avec inquiétude. « Sûrement vous avez appris quelques mauvaises nouvelles, Madame Charles, » s'écria-t-il. « Vous êtes toute, je ne sais comment dire ça, mais on dirait que vous n'entendez pas. » Françoise posa la tasse qu'elle tenait, s'assit et porta la main à son front. « Oui, dit-elle, j'ai mal. »« Où cela ?»« Je ne sais pas, mais je voudrais dormir. » En prononçant ces derniers mots d'une voix alourdie, la jeune fille commençait à dégrafer sa robe, comme si elle eût été seule. « Couchez-vous, » dit le bossu qui gagna la porte, « je reviendrai savoir comment vous vous trouvez. »« Vous n'auriez pas besoin de quelque chose ?»« Non, » murmura Françoise dont les yeux se fermaient, « je voudrais seulement ne plus sentir rien, ce jour fait mal. » Le bossu ferma avec soin les rideaux, et se retira. Fin du chapitre 1. Chapitre 2, une mère. Lorsqu'il revint une demi-heure après, Françoise était tombée dans une somnolence entrecoupée de plaintes sourdes. Elle n'ouvrit point les yeux à son approche, et répondit à peine à ses questions. Cet état s'aggrava encore, pendant les heures qui suivirent. Broussemiche avait fait avertir la femme de ménage du pharmacien, qui avait été garde-malade, et dont l'expérience lui inspirait une grande confiance. Celle-ci examina Françoise, lui proposa tour à tour du café, de la pâte de guimauve, une rôtie au vin, et, sur le refus de la jeune femme, déclara que son état réclamait les soins du médecin. Il fallut courir 3 heures avant d'en trouver un, car Paris est la ville du monde où il y a en même temps le plus de médecins qui manquent de malades, et de malades qui manquent de médecins. Enfin, vers le soir, il en arriva un qui déclara que Madame Charles était atteinte d'une congestion cérébrale, dont il décrivit en termes scientifiques les caractères et les dangers. À chaque mot incompréhensible, Broussemiche levait les yeux au ciel, comme si on lui eût enlevé une espérance, tandis que l'ex-garde-malade faisait un signe de tête pour saluer d'anciennes connaissances. Après cette petite leçon de clinique, réclame obligée par laquelle le médecin constate sa science aux yeux des ignorants, vinrent les prescriptions données en langage plus humain, et que le portier promit de suivre scrupuleusement. Mais, malgré ces soins et l'appropriation du traitement, le mal ne parut point céder. L'état de Françoise, sans devenir plus grave, resta aussi inquiétant. Le médecin s'efforça en vain de déterminer quelques crises décisives, il ne put arracher les puissances vitales à leur engourdissement. On eût dit que la mort et la vie se sachant de force égale, campaient vis-à-vis l'une de l'autre, comme deux ennemis qui n'osent risquer une bataille. Cette espèce d'attente se prolongea plusieurs jours, enfin pourtant, les symptômes les plus fâcheux disparurent, mais sans que Françoise retrouvât l'activité de ses perceptions. À la torpeur de la maladie, succéda un anéantissement que rien ne put surmonter. Toute l'énergie de cette vigoureuse nature avait été sourdement usée par ce combat de quelques jours, elle demeura vaincue, épuisée, et n'ayant plus que les apparences de la vie. Les jours, les semaines s'écoulèrent sans rien changer à la situation de Françoise. Guérie en apparence,
elle demeurait ensevelie dans sa langueur indifférente, n'entendant jamais qu'après plusieurs appels, répondant par monosyllabes, elle restait des heures entières dans la position qu'on lui avait donnée, les mains à plat sur ses genoux, les yeux fixes devant elle, la respiration courte, mais égale. Bruce Mich montait 20 fois par jour à la chambre de la convalescente, et redescendait chaque fois, le cœur serré. « Tout est fini, Mame Berton, » disait-il à la femme de ménage du pharmacien, « mieux vaudrait qu'elle fût enterrée que de vivre ainsi comme une morte. »« Faudrait essayer la jarlatine, » répliquait Madame Berton, qui répétait l'avis du pharmacien, « ça se compose avec des os de mort, ça se prend en bain, et ça fait l'effet d'un grand bouillon qui restaure tout l'individu. » Mais le bossu secouait la tête. « J'ai bien peur que tous les remèdes n'y fassent rien, Mame Berton, » reprenait-il tristement. « On dirait, voyez-vous, que la pauvre femme vit encore sans s'en apercevoir, et que son âme est déjà partie. » À ces mots, l'ex-garde-malade, que ses relations avec les hommes de la science avaient rendu esprit fort, haussait les épaules en répliquant. « Dites donc pas de ces bêtises-là, monsieur Bruce Mich, l'âme, c'est un préjugé des gens sans éducation. » Et elle revenait à la gélatine, indiquée par le pharmacien, qui en vendait. Mais la crise dont on désespérait devait venir d'ailleurs, et par un moyen inattendu. En ne voyant plus monsieur Charles reparaître, le bossu comprit sans peine qu'une rupture avait eu lieu entre les deux amants, le jour où la jeune femme était rentrée dans cet état d'égarement, qui l'avait si vivement alarmé. Il avait donc évité avec soin tout ce qui eût pu la ramener à ces douloureux souvenirs, et il s'était même étudié à ne plus l'appeler que Mademoiselle Françoise. Aussi éprouva-t-il un véritable embarras, en recevant une lettre timbrée, du village où son petit se trouvait en nourrice. Rappeler son enfant à la malade, c'était lui rappeler en même temps l'abandon du père et la séparation qu'il avait déjà si cruellement éprouvée. Il hésita longtemps, et ne se décida enfin que sur l'observation de Madame Berton, qu'il fallait bien ouvrir une lettre dont on avait payé le port. Il monta donc chez Françoise qu'il trouva assise dans un grand fauteuil de jonc, acheté autrefois pour Charles. La chambre de la jeune femme avait complètement changé d'aspect depuis sa maladie. À la propreté amoureuse et arrangée, qui en faisait la principale élégance, avait succédé le désordre. Des tasses, des potions, des bouilloires étaient parsemés sur les meubles tachés, les plis des rideaux fermés étaient couverts de poussière, les araignées avaient tendu leurs toiles dans tous les coins du plafond, et deux petites caisses de fleurs posées dans l'embrasure de la fenêtre étaient encore garnies de plants de bruyère blanche, desséchés faute d'air et de soin. On eût dit une de ces chambres abandonnées à la hâte par suite de départ ou de mort. Françoise elle-même complétait pour ainsi dire cet aspect désolé. À la voir assise dans le coin le plus obscur, immobile, muette et pâle, on eût pu la prendre au premier coup d'œil pour un de ces cadavres auxquels la folle science des embaumeurs prétend conserver une mensongère apparence de vie en éternisant une réalité apparente de mort. Bruce Mich s'approcha d'elle et s'informa de sa santé. Françoise tourna lentement les yeux de son côté, fit un mouvement de tête qui semblait dire « bien » et rentra dans son immobilité. Il lui demanda si elle ne voulait point essayer ses forces, en faisant le tour de sa chambre. Elle fit un signe négatif. « Laissez-moi vous pousser au moins près de la fenêtre, Mamselle Françoise, » reprit le bossu, qui ne pouvait s'habituer à cette torpeur. « Il fait aujourd'hui un soleil à faire rire les morts, ça vous ranimera. » Françoise ne répondit pas, et Bruce Mich, regardant son silence comme un consentement, alla tirer les rideaux, ouvrit la fenêtre et y traîna le fauteuil sur lequel la jeune femme était assise. Éblouie par la lumière et étourdie par l'air libre, celle-ci poussa d'abord un léger cri. Elle baissa les paupières, aspira avec effort, et porta les deux mains à son front, comme si elle eût éprouvé une sensation trop forte, mais insensiblement ses yeux s'accoutumèrent au jour, son oppression se calma, une légère teinte rosée monta à ses joues amaigries, elle releva lentement la tête et se pencha vers la rue. Un soleil d'avril, clair et joyeux, glissait sur les toits voisins, en faisant étinceler les vitrages. On entendait les gazouillements des oiseaux, qui se poursuivaient le long des corniches. De petites colonnes de fumée blanche et ténue s'épanouissaient au-dessus des cheminées, et allaient se perdre dans le bleu grisâtre du ciel. Un vent frais apportait les senteurs des giroflées exposés sur les fenêtres des mansardes,
et les bruits de la rue arrivaient jusqu'à la malade avec leurs 1000 nuances. Françoise parut en ressentir l'influence. L'invincible réseau de glace qui tenait ses membres captifs se fondit, une tiède moiteur détendit ses muscles roidis, ses bras s'avancèrent vers la fenêtre, ses pieds s'appuyèrent au plancher, un long frémissement entr'ouvrit ses lèvres. Ses prunelles dilatées se resserrèrent et reprirent leur mobilité. Elle regarda au dehors, puis se regardant elle-même, elle referma sa robe dégrafée, redressa le petit châle qui couvrait ses épaules, déroula ses cheveux, les tordit avec un geste de femme inimitable et charmant, et les releva en arrière sous son peigne de corne ouvrée. Le bossu contemplait cette espèce de résurrection, avec un étonnement ravi. « J'en étais bien sûr que le soleil vous aurait fait du bien, s'écria-t-il, voilà que vous vous ranimez à vue d'œil. Oui, dit la jeune femme, dont la voix était aussi faible, mais plus assouplie, je sens l'air qui me coule dans les veines, je vois. J'entends mieux, il me semble que je me réveille. Et vous ne vous trompez pas, chère demoiselle Françoise, reprit Bruce Mich, vous vous réveillez, ou plutôt vous ressuscitez, car ce n'est pas vivre que d'être comme la maladie vous avait laissé. Mais il n'y a plus de danger. Vous voilà parti, avec du repos et des consommés, ça va rouler tout seul maintenant, ah Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu tant peur que de vous voir hors d'affaire, ça me rend, c'est pourtant bien bête à mon âge. Et le petit bossu s'arrêta pour essuyer de grosses larmes qui roulaient sur ses joues, pendant que le rire était sur ses lèvres. Françoise, encore trop faible pour comprendre toute la générosité de cette émotion, se contenta de répéter. Bon monsieur Bruce Mich. C'est plus fort que moi, reprit le portier en se mouchant pour combattre son attendrissement, je m'attache à mes locataires comme s'ils étaient de ma famille. Après ça, vous me direz que c'est tout naturel. Quand on voit quelqu'un tous les jours, qu'on cause avec lui, qu'on lui rend de petits services, il finit par vous devenir nécessaire. Aussi, je n'aurais pu me consoler s'il vous était arrivé un malheur, surtout après la perte de ce cher monsieur Michel. Ce nom parut réveiller la mémoire de Françoise. La perte, répéta-t-elle lentement. Ah oui, je me souviens, il avait disparu, et vous n'avez point eu de nouvelles? Aucune. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Bientôt 2 mois. Françoise baissa la tête et redevint silencieuse, mais à la contraction de ses sourcils et de ses lèvres fermées, il était aisé de voir qu'elle faisait effort pour ressaisir les fils rompus de ses souvenirs. Par instants un éclair illuminait ses traits, puis un nuage le faisait disparaître. C'était une lutte acharnée entre la volonté renaissante et la mémoire encore endormie. Celle-ci finit pourtant par se ranimer, insensiblement. Des mots entrecoupés s'échappaient des lèvres de la jeune femme, comme si elle eût voulu aider par le son, à ses souvenirs. Mais tout à coup, un nom machinalement ramené par l'habitude, celui de Charles, la fit tressaillir. Ce nom était la clé magique, devant laquelle devait se rouvrir le passé. Subitement assaillie par tous ses souvenirs, elle se redressa. Ses mains se pressèrent sur sa poitrine, puis sur ses tempes, puis sur son front. On eût dit qu'elle voulait modérer les flots d'images douloureuses, qui reprenaient à la fois possession de tout son être. Cette crise terrible ne dura que quelques instants, et se termina par un cri qui résumait, pour ainsi dire, tout le passé et tout l'avenir. « Mon enfant, où est mon enfant ?» bégaya la malheureuse mère en tendant les mains. Bruce Mich, qui était resté saisi d'épouvante, se rappela subitement le motif de sa venue. « L'enfant est bien, Mamselle Françoise, s'écria-t-il, n'ayez pas d'inquiétude, voici de ses nouvelles. » Et il présentait la lettre. Françoise la saisit précipitamment, l'ouvrit et voulut lire, mais les lignes flottaient sous ses yeux, les mots se confondaient. Elle ne voyait plus. Elle présenta le papier au bossu, qui mit vivement ses lunettes, se rapprocha de la fenêtre pour mieux voir, et lut avec un peu de difficulté ce qui suit. Mairie de Gaillon, Madame. J'ai l'honneur de vous faire savoir que la nommée Désirée Leblanc, femme Moirier, qui s'était chargée de votre enfant, n'ayant point reçu le paiement des 2 derniers mois dus pour la nourriture de ce dernier, et que vous aviez coutume de lui adresser par les voitures de Louviers, s'est présentée à moi, en déclarant qu'elle ne voulait plus continuer à garder votre fils. Françoise poussa une exclamation de saisissement. En conséquence, continua le bossu, j'ai dû reprendre de ses mains le nourrisson,
qui a été déposée autour des enfants trouvés. La jeune femme se leva avec un cri si terrible, que Bruce Mich recula effrayé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.